Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant l'introduction des particules identiques dans le formalisme. Alors, ce n'est pas très difficile. Considérons l'équation de Schrödinger pour n particules, en toute généralité. C'est IH bar, variation au cours du temps de la fonction psi qui dépend de n particules et du temps, bien sûr, fois est égal à l'opérateur hamiltonien pour n particules fois la fonction psi. Voilà. Et ici, nous avons évidemment simplifié en notant 1, 2, 3 pour les n particules, chaque chiffre représentant les coordonnées de la particule, x, y, z. Alors, puisque on parle de particules identiques, n particules identiques, l'hamiltonien ne peut pas discerner telle ou telle particule. Donc l'hamiltonien doit être symétrique en ses arguments, c'est-à-dire que h, 1, 2, etc., par exemple, doit être égal à h, 2, 1, etc., les particules étant indiscernables et identiques. Considérons maintenant une solution de cette équation, une solution symétrique. On dira que si S est symétrique, on écrit S pour symétrique, bien sûr, si, à nouveau, sous l'échange de deux paramètres, on réobtient la même solution. 1, psi 1, 2, etc., égale psi 2, 1, etc., également pour, bien sûr, tout autre échange de particules dans les arguments. De même qu'on écrira une solution antisymétrique, telle que, si on échange deux arguments, alors la fonction d'onde change de signe, moins psi a, 2, 1, etc. Plus généralement, si on permute un nombre pair, donc si on échange un nombre pair d'arguments, c'est positif, et si on échange un nombre impair d'arguments, c'est négatif. C'est les fonctions d'onde antisymétriques. Alors, il faut d'abord voir si cette propriété symétrique-antisymétrique a un sens. Et donc, est-ce qu'elle va être conservée par l'évolution au cours du temps? Alors, puisque H est symétrique, si psi est symétrique, alors la variation au cours du temps est également symétrique. Et donc, au bout d'un petit temps, on aura la fonction d'onde qui va évoluer en fonction d'onde symétrique, plus un petit bout symétrique, et donc le tout reste symétrique. De même, si la fonction d'onde est antisymétrique, on vérifie facilement que ça donne un produit, fois H symétrique, un produit qui est antisymétrique. La variation au cours du temps de la fonction d'onde donne une fonction antisymétrique. Et donc l'évolution au cours du temps donne une fonction qui reste antisymétrique. Donc ces propriétés symétriques et antisymétriques sont conservées au cours du temps. Donc cette définition a un sens. Notons qu'on peut généraliser ce formalisme à plusieurs groupes de particules, parce que ici on parle de particules identiques, mais elles pourraient aussi ne pas être identiques. On pourrait avoir certaines particules qui sont des fermions, d'autres des bosons. Donc on pourrait avoir un certain nombre de groupes de particules où ce que nous venons de raisonner ici concerne un groupe de particules identiques. Donc les arguments de ces particules-là, ou d'autres arguments, d'autres groupes de particules. C'est pas du tout un problème. Ça se généralise tout à fait naturellement, en faisant ce raisonnement groupe par groupe de particules. Alors, supposons que l'on ait n solutions. Alors, la question, est-ce qu'on peut toujours construire ces solutions? La réponse est oui. Supposons que l'on ait n solutions quelconques, linéairement indépendantes, ce qui est toujours possible avec autant d'arguments aux fonctions. On a n fonctions,
on peut permuter ces fonctions de telle manière différente, en fait de n factoriel manière différente. Et si on fait une combinaison linéaire de ces fonctions, par exemple la première plus la deuxième, cette somme est toujours solution de l'équation de Schrödinger, parce que l'équation est linéaire. Et si on fait la somme des n permutations, donc on fait la somme, donc on a une solution psi x, psi quelconque, et on va prendre toutes les permutations possibles, ce qui va donner n factoriel fonction. En faisant la somme de toutes ces fonctions, n factoriel k, on vérifie facilement que la solution est symétrique, puisque on retrouve à la fois, puisqu'on prend toutes les combinaisons, on retrouve à la fois psi 1, 2 et psi 2, 1 dans la somme. Donc la fonction d'onde est symétrique. De même, si on fait la somme sur n factoriel demi de toutes les permutations paires, d'un nombre pair d'arguments, de particules, moins la somme de toutes les fonctions avec une permutation impaire, on vérifie de manière élémentaire que la fonction obtenue est antisymétrique. Donc à partir d'une solution donnée, on construit facilement par permutation toutes les fonctions possibles et on construit facilement une solution symétrique et une solution antisymétrique. Notons que, vous l'aurez probablement deviné, que les fonctions d'onde symétriques correspondent à des bosons, des particules de Bose, puisque en échangeant deux bosons quelconques, on garde le même signe à la fonction d'onde. Et les fonctions d'onde antisymétriques correspondent aux fermions, puisque là, en échangeant deux arguments, on change le signe de leur fonction d'onde, c'est-à-dire de l'amplitude, comme nous l'avions vu. Et donc, on a là la description naturelle des bosons et des fermions. Alors, à nouveau, si H est indépendant du temps, on sait qu'alors on trouve facilement des fonctions, des solutions, telles que HU, une fonction U qui ne dépend pas du temps, est égale à E fois U, E étant l'énergie correspondant à cette solution. Et la solution psi est alors U fois l'exponentielle qui donne la variation de la phase au cours du temps. Nous avions déjà vu cela. Et, à nouveau, on trouve des US symétriques et des UA antisymétriques. Tout le raisonnement est totalement identique, en fait. Puisqu'on multiplie ces fonctions, pour obtenir celle-là, on multiplie ces fonctions par une exponentielle qui est de grandeur constante et qui ne dépend pas des arguments 1, 2, 3, etc. Alors, l'ensemble des permutations possibles. Donc si on prend la permutation de deux éléments, du premier et du troisième, ou alors on fait tourner de manière cyclique 1, 2 et 3, pour donner 3, 2, 1, etc. L'ensemble de toutes les permutations possibles des arguments est appelé groupe des permutations ou groupe symétrique. C'est un groupe mathématique, au sens que nous l'avions vu. La combinaison de deux permutations est encore une permutation. Chaque permutation a une permutation inverse. Il existe une permutation identité, qui consiste à ne rien permuter du tout. Et on peut considérer la fonction d'onde, une fonction d'onde quelconque, sous une transformation de permutation. Si alpha prime, une permutation des arguments égale
psi alpha. Donc on a une fonction d'onde, on effectue une permutation de ces arguments, ce qui donne une fonction psi alpha prime. Comme nous l'avions vu pour les translations dans l'espace ou pour la parité, par exemple. On peut donc rechercher un opérateur qu'on note généralement UP, qui dépend de la permutation, qui, appliqué à psi alpha, donne, comme nous l'avions vu par analogie, psi alpha de P-1, la permutation inverse, des éléments. Et de plus, cela définit une propriété conservée. On l'a vu avec l'aspect symétrique et antisymétrique. Parce que les permutations H étant symétriques, H ne dépend pas de la permutation, l'hamiltonien, et donc il commute avec l'opérateur permutation. En particulier, considérons le cas n égale 2. On n'a que deux particules identiques. Comme exemple, dans ce cas-là, on n'a que deux permutations, l'identité, qui consiste à ne rien changer, et l'échange des deux particules. Dans ce cas-là, formellement, cette permutation d'échange est identique à la parité, l'inversion spatiale. L'opérateur UP pour la permutation, pour l'échange, peut se décrire comme oméga, un nombre complexe, une phase, si on l'applique à psi, pardon, égale oméga fois psi, oméga étant une phase. Encore quelque chose que nous avions vu. Et donc si on applique deux fois l'échange, on doit revenir dans la situation originale. Donc, UP carré P, appliqué à psi, doit être égal à oméga carré fois psi, qui doit être égal à psi. Et donc, oméga est égal à plus ou moins 1. Donc, la permutation ne peut que garder le signe ou changer le signe. Et, selon le cas, selon qu'elle garde le signe ou qu'elle change de signe, ça conduit à deux valeurs propres, U12, plus ou moins, selon la solution, U21, qui sont donc les solutions symétriques et antisymétriques. Notons que la probabilité de trouver la particule à un endroit donné, les deux particules à un endroit donné, est donnée par le carré de cette fonction. Et ceci, c'est égal à U12 au carré plus U21 au carré plus un terme croisé U12, U21. Comme dans toute comme quand on élève au carré un binôme, quelconque. Alors supposons que nos deux particules identiques soient à des endroits complètement différents. Donc la première particule n'est que dans la zone A et la fonction d'onde est nulle pour une position en dehors de cette zone. De même pour la particule B, la particule est nulle en dehors de cette fonction, de cette zone, dans la zone B. Et les zones A et B ne se recouvrent pas. Ça veut dire que ici, dans le thème croisé, si U12 est non nul, ça veut dire que 1 est dans la zone A, 2 dans la zone B. Et donc, U21 sera nul, puisque les particules sont échangées, elles sont en dehors de la zone où normalement elles se situent. Et donc la fonction d'onde y est nulle.
Et donc, si les deux particules sont dans des zones séparées, ce terme croisé est nul partout. Dans ce cas-là, la probabilité de présence est donnée par le carré de la première plus le carré de la deuxième. Et ça, c'est ce que l'on obtiendrait pour des particules différentes. On fait la somme des particules, la somme des probabilités, plutôt que la somme des amplitudes. Et donc, ça signifie que deux particules identiques, si elles sont bien séparées en position, on peut les considérer comme des particules différentes. En fait, on peut simplement les distinguer par la position qu'elles occupent, tout simplement. Autre détail important dans ce formalisme, considérons une solution antisymétrique, psi A, de 1, 2, etc. Et supposons que les deux particules 1 et 2 sont dans le même état. En particulier, elles sont à la même position. Donc, elles sont dans le même état exactement. La fonction d'onde prend les mêmes valeurs, que ce soit 1 ou 2 qui est telle ou telle valeur. Et donc, psi A doit être égal à psi A de 1, etc. Mais on sait aussi, puisque la fonction d'onde est aussi symétrique, que c'est égal à moins psi A de 1, etc. Donc la fonction est égale à son négatif. Et ça, ce n'est possible que si elle est égale à 0. Dans tous les cas. Donc si 1 et 2 sont dans le même état, la fonction d'onde est nulle. Et donc probabilité 0. Donc ce cas ne peut pas se produire. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion. Pour deux fermions, ou un certain nombre de fermions identiques, chacun des fermions, deux fermions quelconques donnés, de particules de même nature, ne peuvent pas être dans le même état. Sinon, la fonction d'onde s'annule et ce n'est plus une solution. Donc, ces solutions avec le même état pour deux fermions identiques, deux électrons, même spin, même position, etc., ces états n'existent pas. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion parce que on exclut les cas où les états sont identiques. On l'appelle aussi principe d'exclusion de Pauli, puisque c'est Pauli qui l'a posé la première fois, et il a posé ce principe afin d'expliquer la structure du tableau périodique des éléments. Donc pour expliquer la structure des électrons autour de l'atome, donnant la structure périodique du tableau, il a été obligé d'introduire ce principe d'exclusion, qui n'a été justifié que par après, par des raisonnements comme ceci, assez rapidement d'ailleurs. Et nous reviendrons sur cette structure du tableau périodique plus tard. Alors, soit un ensemble de fonctions, de solutions, qu'on va noter U, alpha, bêta, nu, correspondant à des énergies différentes, E, alpha, bêta, nu. On va considérer que les solutions ne sont pas dégénérées, mais ça, c'est pas un problème. Il suffit de répéter plusieurs fois la même valeur de l'énergie pour avoir des solutions dégénérées. Lorsque l'on a des bosons, il suffit de décrire, pour décrire l'état, combien on a de bosons dans cet état-là, combien on en a dans l'état bêta, etc., jusqu'à combien on a dans l'état nu. Puisque par permutation, on retrouve toujours les mêmes états. Il suffit de savoir combien on a de bosons dans chacun de ces états. Et dans le cas des fermions, ceux-ci ne pouvant pas être dans le même état, tout ce qu'on peut compter, c'est dire là, il y a 0 ou 1 fermion,
pas deux, ne peuvent pas être dans le même état. Là, on a 0 ou 1 fermion, là, 0 ou 1 fermion, etc. On a donc une description simple de l'ensemble de ces bosons et de ces fermions en disant dans quel état se situe chaque boson et chaque fermion. Et vu que la distribution des particules dans chaque état, on a là, ça contient des comportements collectifs, c'est-à-dire des comportements statistiques de l'ensemble des bosons très différents. Quand on a une répartition comme pour les bosons, on appelle cela la statistique de Bose-Einstein. Et lorsque les particules sont comme les fermions, 0 ou 1 particule dans chaque état, on parle de statistiques de Fermi-Dirac, qui sont respectivement les personnes ayant développé ces différentes statistiques. Par exemple, Einstein est parti des travaux de Bose pour décrire le comportement collectif des bosons et en particulier découvrir l'émission stimulée qui a conduit par après à l'invention du laser. Nous reviendrons très rapidement sur les descriptions statistiques, sur ce qu'on appelle la physique statistique. Alors voilà, pour le formalisme. Donc vous voyez, c'est pas spécialement très compliqué. On a le formalisme habituel, tout ce que nous avions déjà vu, avec simplement ces solutions symétriques et antisymétriques. Donc nous avons analysé les différentes propriétés, les différents comportements. Et c'est tout. C'est donc très facile d'introduire les particules identiques dans le formalisme. Alors il nous reste un point important à voir dans ce formalisme, c'est le comportement du moment angulaire. Ce que nous avons vu, le spin est lié de manière intime au caractère boson et fermion, nous l'avons dit, c'est le théorème spin statistique. Et donc, il nous reste à voir comment se comporte le moment angulaire en fonction du spin et du caractère identique des particules. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.